Du coup, bienvenue à tous et merci d'être là aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous présenter comme sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui parle d'accessibilité numérique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'accessibilité numérique, c'est se poser un petit peu les bonnes questions pour savoir comment est-ce que euh, on va pouvoir adapter des interfaces numériques à des personnes en situation de handicap. Et souvent, on parle de bonnes pratiques, mais on ne se met pas forcément dans la peau de ces personnes-là qui sont en situation de handicap et on ne voit pas forcément l'interface telle que eux, ils pourraient la voir. Donc c'est un peu l'idée du meeting d'aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais vous présenter, c'est qu'on se mette un peu dans le regard des autres, qu'on se mette de leur point de vue et qu'on regarde un petit peu comment est-ce que toutes ces personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, vont voir et utiliser nos interfaces. Avant de démarrer, j'aimerais revenir très rapidement sur qu'est-ce que c'est que le handicap. Donc, c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, est appelé handicapé celui dont l'intégrité physique ou mentale est progressivement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, soit d'une maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie ou son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi, par exemple, s'en trouve compromise. Donc ça peut finalement toucher énormément de personnes euh, sans qu'on s'en rende compte forcément. Aujourd'hui en France, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap et au Québec, il y en a 1,5 million. Au final, ça fait le même ratio d'une personne sur 6 qui est en situation de handicap, que ce soit au Québec ou en France. Et c'est quand même pas négligeable, une personne sur 6 dans votre entourage, tout autour de vous, vos collaborateurs au quotidien ou même parmi vos clients ou vos prospects, il y aura toujours des personnes en situation de handicap et c'est important de les prendre en compte. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que 80% des handicaps ne sont pas visibles. Souvent, on va avoir l'habitude de se dire, ah ben, un handicap, lui, il n'est pas handicapé, je ne le vois pas. Enfin, physiquement, ça ne se ressent pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas derrière une situation de handicap ou des choses qui sont voilà, cachées que vous ne saurez pas forcément. Il existe quatre différentes formes de handicap. Il y a les handicaps moteurs, les handicaps psychiques, les handicaps mentaux et les maladies invalidantes. Et parfois, les formes de handicap, elles peuvent être permanentes, mais aussi temporaires. On peut tout d'un coup se retrouver en situation de handicap, par exemple parce qu'on a eu un accident ou parce que quelques raisons de votre vie fait que vous allez être en situation de handicap à un instant T et que peut-être pendant 3 mois, vous allez être en situation de handicap et ensuite ça va évoluer. Mais ça ne veut pas dire que vous allez arrêter d'utiliser des interfaces numériques parce que pendant cette période temporaire, vous êtes en situation de handicap. Donc c'est important aussi de ne pas décevoir des clients qui étaient au départ vos clients ou alors des futurs prospects potentiels. Aujourd'hui, on a pratiquement tous des smartphones et nativement, les smartphones disposent de fonctionnalités qui vont permettre aux personnes en situation de handicap d'utiliser plus facilement leur smartphone, leurs applications, les sites internet qu'ils consultent, par exemple. Seulement, il faut optimiser son site ou son application mobile pour que ces fonctionnalités elles puissent fonctionner correctement. C'est un peu les exemples que je vais vous montrer par la suite qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux ce point-là. Je m'attarde pas là-dessus parce que c'est pas le sujet du jour, mais si jamais ça vous intéresse, il y a toute une liste de critères d'accessibilité que vous pouvez trouver euh, sur Internet, là, les directives WCAG. Il y a des directives aussi, enfin ces directives, elles ont permis de monter des référentiels. Il y a le RGAA en France qui est plutôt connu, et au Québec, il s'appelle le SGQRI. Donc voilà, c'est des référentiels différents selon les pays et je vous invite à aller les consulter si jamais le sujet vous intéresse davantage. On va faire un petit exercice maintenant. J'ai 10 exemples, 10 exemples, 10 questions à vous poser, justement pour qu'on se mette un petit peu dans le regard des personnes en situation de handicap et qu'on regarde un petit peu comment eux perçoivent l'interface. Du coup, ce que je vous propose, c'est de répondre dans le chat. La première question que j'aurais à vous poser, c'est arrivez-vous à déduire ce qu'il y a décrit sur l'écran? Vous pouvez tout à fait me dire oui, me dire non. Je vous invite à participer dans le chat. Alors, Marine, elle dit oui. Caro, elle dit oui. Ok.
Est-ce que vous arrivez à tout lire sur l'écran, sur les écrans? Ouais, ok. Ileana, elle dit pas le titre. Marine, elle dit pas la carte, pas l'introduction. En effet, dans l'exemple que je vous montre là, en gros, c'est des, c'est des exemples où des personnes auraient augmenté la taille des textes pour y voir mieux. Donc une personne qui est par exemple malvoyante ou qui va avoir des problèmes juste qui porte pas de lunettes par exemple et qui voit un peu flou, ou alors des personnes âgées, elles vont du coup augmenter la taille de la police de leur smartphone par exemple, ou de leurs écrans d'ordinateur. Et là, le point, c'est que c'est vraiment important d'utiliser des typographies qui soient assez simples, qui soient assez lisibles et qui permettent surtout l'agrandissement de ces polices-là. Parce que comme vous le voyez sur l'écran ici, comme l'a dit Marine et Ileana, le titre de la carte en haut n'est pas forcément lisible. On voit bien que avant de réserver, consulter les restrictions, qu'une fois qu'il est agrandi, on arrive à le déduire, on arrive à, même si c'est flou, on arrive à comprendre et à le lire. Mais l'intitulé du dessus, par exemple, euh, techniquement, derrière, on n'a pas permis l'agrandissement de ce texte-là, donc l'utilisateur n'est pas en mesure de le décrypter. Donc c'est vraiment important d'optimiser ça, mais aussi d'utiliser des typographies simples, de ne pas aller avec des typographies manuscrites, par exemple, ou des choses qui ont beaucoup de fioritures. Il faut vraiment rester le plus simple possible pour que plus on agrandit et plus ce soit facile de lire. Sur cet exemple-là, est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'il y a décrit sur l'écran? Ok, j'en vois qui écrivent. Il y a Ileana et Marine qui sont en pleine forme. Non. Ok, oui, mais c'est parce que je connais l'appli. Ok, c'est un bon point, ça, Marine. Mais est-ce que Marine, du coup, si tu devais là réserver une nuit potentiellement, est-ce que tu penses que tu arriverais à avoir toutes les infos nécessaires pour le faire? Ok, pas possible, ouais, on est d'accord. Pas du tout. Le point ici, c'est de se dire que c'est important d'optimiser l'interface aussi derrière techniquement pour faciliter la lecture agrandie. C'est-à-dire que je vous ai pris deux exemples. Il y a l'exemple de gauche où qui n'est pas du tout optimisé, ce qui fait que quand mon utilisateur en situation de handicap va agrandir la typographie sur son smartphone, ça va lui augmenter la taille des polices d'écriture. Seulement, si c'est pas optimisé pour l'écran et que c'est pas bien codé derrière techniquement parlant, et bah, du coup, ça peut vite devenir incompréhensible en termes de message, en termes de lecture aussi, et ça devient illisible. Alors qu'à côté, sur l'exemple de gauche, bah, finalement, ici, la typographie, tout a été optimisé pour faciliter la lecture agrandie, et on voit bien que voilà, tous les éléments s'adaptent au grandissement de la typographie correctement. Et on arrive à lire tous les éléments. On n'est pas gêné dans sa lecture. Exemple suivant, est-ce que ici vous arrivez à tout lire sur l'écran? Ah, je vois qu'il y a Ali qui est là. Salut. Ok, ce n'est pas possible. Marine, elle arrive à lire que le CTA. Ok. En effet, c'est très compliqué de lire quand on met du texte par-dessus des images. C'est quelque chose qu'il faut à tout prix éviter de faire. Ça peut être compliqué à la fois pour des personnes malvoyantes, pour des personnes qui sont dyslexiques aussi. Ça peut très vite être compliqué pour eux de comprendre le message. Et aussi, c'est pas toujours une bonne chose à faire pour les personnes qui sont daltoniennes. Si je vous prends l'exemple de gauche, par exemple, selon l'image qu'on va mettre derrière, en plus, et les ratios de contraste entre les images et l'écriture, ça peut être vite très compliqué de lire un texte blanc sur un fond blanc ou sur un fond beige. Là, comme on peut le voir ici, ça peut très vite être compliqué pour des personnes en situation de handicap visuel. Donc, il faut à tout prix éviter de mettre du texte par-dessus des images. Et même pour des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, c'est quelque chose qui reste difficile aussi à lire et à déchiffrer. Donc, il faut éviter. Si je prends l'exemple suivant, est-ce que ici vous trouvez que le site est bien structuré? Et j'ai fait exprès de vous mettre deux indicateurs. Ok.
Ok, non, 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 pas du tout. Ok. Bah, c'est faux. Le site est très bien structuré. Est très bien structuré, en tout cas, d'un point de vue, on va dire, enfin, pour une personne en situation de handicap, et je vais prendre l'exemple d'une personne qui va être malvoyante, non-voyante, qui va être aveugle, par exemple. Pour naviguer, elle va utiliser ce qu'on appelle une navigation clavier, ou alors un logiciel de screen reader, donc c'est des lecteurs d'écran. Et les lecteurs d'écran, eux, ce qu'ils viennent lire, ils viennent récupérer le code, en fait, les balises qu'on va marquer, les H1, les H2, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ça, mais c'est ce qui correspond au titre 1, titre 2, titre 3 dans les pages. Donc, il vient lire vraiment la structure et surtout, il vient suivre l'ordre de cette structure. Et donc, c'est important derrière d'optimiser sa structure et de hiérarchiser son contenu. Là où j'attire votre attention, et c'est pour ça que j'ai pris ces deux exemples, où peut-être qu'à droite, vous allez me dire, bah, à droite, c'est beaucoup plus structuré. Alors oui, c'est beaucoup plus structuré visuellement, mais derrière, la structure du site et de la façon dont elle est construite n'est pas forcément bien optimisée. Alors que de l'autre côté, peut-être que visuellement, c'est pas bien structuré, mais pour une personne en situation de handicap, si on prend en compte que c'est un logiciel de screen reader qui va être utilisé et qui va lire dans l'ordre les H1, les H2, les H3, etc., il est très bien structuré. Donc c'est là aussi qu'il faut faire attention, c'est que la structure, ça passe pas que par le visuel, ça passe aussi sur ce qu'il y a derrière. Et il faut vraiment optimiser les deux pour que ce soit une expérience parfaite à la fois pour nos utilisateurs qui ne sont pas en situation de handicap et pour ceux qui sont en situation de handicap. Ça favorise aussi votre SEO, donc le référencement naturel, donc autant le faire aussi pour ça. Alors ici, je vous donne un petit peu la vision, en gros, les informations que va pouvoir récupérer justement un lecteur d'écran, un screen reader. Sur ce site-là, en l'occurrence, je ne citerai pas, je ne citerai pas la marque, mais voilà les informations que le logiciel va pouvoir récupérer. Est-ce que vous pensez qu'avec ces informations-là, l'utilisateur est en capacité de faire un choix pour son achat? Ok, non. Marine, elle dit non. Constance, elle dit non. Ok. Là où je veux en venir avec ce point-là, c'est que il faut à tout prix éviter d'utiliser uniquement des visuels, uniquement des images. Il faut à tout prix aussi bah, justement renseigner un petit peu les informations, ce qu'on appelle les balises des images. Donc c'est un petit peu le titre de l'image. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu plus en code ou en référencement naturel, on va appeler ça des balises alt, qu'il faut à tout prix renseigner parce que c'est ce que va lire le logiciel de screen reader en l'occurrence. Et là, bah, si mon utilisateur il arrive là-dessus, bah, clairement, il va pas pouvoir être en capacité d'avoir une quelconque information parce que ici, sur ce site-là, ils ont renseigné, ils ont mis uniquement des images et ils n'ont pas renseigné ces balises-là de ces images. Donc, l'utilisateur n'a aucun moyen de savoir ni quelle marque il va aller acheter, quel type de produit. euh, voilà, il a vraiment zéro information. Je vous ai pris aussi un exemple à droite où là, les balises, pour le coup, sont renseignées. Comme vous pouvez le voir, peut-être que vous êtes déjà tombé sur des exemples similaires, par exemple, quand vous avez plus de réseau ou quand la Wi-Fi, il y a des problèmes de Wi-Fi ou ce genre de choses. Ça peut arriver que les images mettent du temps à charger sur un site. Et dans ce cas-là, souvent, si les balises, justement, HAL sont bien renseignées, on va pouvoir les voir et les lire. Donc là, par exemple, sur l'exemple de droite, je ne sais pas si l'écran est assez grand pour vous, mais il y a marqué chaussettes mi-haute en fil d'Écosse. À côté, il y a marqué chaussettes mi-haute en coton bio, chaussettes mi-haute en coton bio piqué. Euh, Attention, là, les balises HAL, certes, elles sont renseignées, mais derrière, elles ne donnent pas assez d'informations à un utilisateur qui va être non-voyant ou qui va être par exemple daltonien ou ce genre de choses, pour savoir réellement quelle est, je sais pas, la couleur, la texture, le détail un petit peu du vêtement qu'il est en train d'acheter, ou en l'occurrence ici des chaussettes. Et si je vous les affiche derrière, vous pouvez voir qu'elles sont quand même totalement différentes, avec des couleurs différentes, elles ont un style différent. Et ça mériterait d'être précisé directement aussi dans les balises pour apporter plus de précision bah, à ces personnes-là qui finalement, elles, ne les voient pas du tout et doivent quand même acheter et faire un choix. Derrière, je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas si vous répondez. Ah oui, d'accord, la Constance, elle dit je suis perdue. Ok.
Mais il n'y a pas d'info, non, il n'y a pas d'info, Iliana. Sur cet exemple-là, je vais vous poser une autre question, c'est quelle est la réelle couleur que je suis en train de choisir? Est-ce que vous avez une idée? Alors, il y a Iliana qui dit vert, vert kaki. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez la phrase qui est en bas, mais on est ici sur une vision d'une personne qui serait daltonienne, euh, donc qui souffre de protanopie. Du coup, si je vous demande quelle est la réelle couleur que je suis en train de choisir, c'est bien évidemment parce que ce n'est pas le vert, comme vous êtes en train de le dire. Marine, elle tente sur le bleu. Ok. L'exemple que je vous montre là, c'est pour vous dire à quel point ça peut être compliqué pour une personne qui est daltonienne d'identifier la réelle couleur qu'il va acheter pour ses rideaux ou pour ses vêtements ou pour peu importe ce qu'il va acheter si la couleur n'est pas renseignée. C'est vraiment essentiel de venir renseigner tous les labels de couleurs, surtout sur des sites de e-commerce, que ce soit dans des filtres, que ce soit dans des fiches produits, parce que en fait la réelle couleur derrière c'est que c'est du rouge et du coup bah, l'utilisateur sur les filtres là il a aucun moyen de savoir si il est en train d'acheter des rideaux qui seront verts ou rouges ou bleus ou peu importe. L'exemple de droite, par contre, c'est plutôt un bon exemple où derrière, il y a à la fois la précision dans le titre, donc c'est bien pour les logiciels de screen reader, justement. Il y a marqué chemise de nuit rouge courte à petit pois, donc on précise vraiment tout. Et à côté de ça, le label, même si l'utilisateur le verra pas de la même façon, ne le verra pas rouge en tant que tel, il y a quand même marqué rouge, donc il a l'indicateur sous la couleur pour savoir quelle est la réelle couleur de la robe. Donc Antoine et Alima, vous aviez raison en disant rouge. Autre exemple ici, est-ce que les couleurs, selon vous, sont assez contrastées entre elles? Alors Lee, elle dit non. Ileana, oui. Ok. Ok, ici, l'information importante qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment essentiel de permettre à l'utilisateur d'adapter le contraste d'une interface si besoin pour justement aider les personnes qui sont bah, notamment daltoniennes ou malvoyantes. Ça peut les aider beaucoup dans la lecture. En effet, cet exemple, je vous le montre parce que moi, c'est ce que je constate souvent aussi en entreprise, c'est que ça peut être compliqué pour des clients ou des personnes avec qui quand on construit un site, ça peut être compliqué des fois de se détacher des couleurs de la marque, du branding initial. Et souvent, quand on crée un site ou une application, on veut que ça corresponde aussi aux couleurs et à l'univers de la marque, à l'identité de marque. Donc, certes, on peut pas toujours optimiser toutes ces couleurs en fonction de ça, mais par contre, dans ce cas-là, c'est essentiel de permettre une option, de permettre à l'utilisateur quand même, lui, d'adapter ses contrastes pour qu'il puisse faciliter sa lecture et sa navigation à travers le site. Donc là, en l'occurrence, sur cet exemple-là, sur le site, il y a un onglet où il y a marqué contraste et qui permet d'activer un contraste qui vient s'appliquer sur tout le site et qui facilite la lecture aux utilisateurs. Marine, quand tu dis de quel point de vue, tu veux dire c'est quoi ta question? Tu peux activer le micro et la poser là, si tu veux. Non, parce que tu demandais s'il y avait une différence de contraste. Et moi, c'était de point de vue d'une personne Ah, ok. qui est malvoyante ou daltonienne vs une personne qui a une vision Non, normale, je dirais, entre guillemets. C'est plus c'était une ça. bonne question. Ok. Si je prends l'exemple suivant, est-ce que ici, donc c'est la vision, je précise du coup, c'est la vision d'une personne qui serait daltonienne. Est-ce que vous trouvez qu'elle est en capacité de savoir quel lien a déjà été visité? Donc ici, vous dites non.
En l'occurrence, ouais, l'utilisateur n'a pas vraiment de moyen, enfin, une personne daltonienne n'aura pas vraiment de moyen de voir quel lien a déjà été visité. Il faut à tout prix éviter l'usage unique de la couleur sur voilà, les états, ce qu'on appelle les états de survol, ça veut dire quand on passe avec sa souris au-dessus d'un lien, par exemple, ou lorsque on a cliqué dessus, qu'on a déjà lu l'article, par exemple. Ça peut arriver que du coup le lien change de couleur. Mais il faut à tout prix éviter voilà, juste l'usage unique de couleurs. Donc là, je vous ai pris un exemple qui est un bel exemple d'évolution, parce que l'exemple que je vous ai montré précédemment, c'est un exemple qui date d'il y a quelques années. C'était avant qu'on se rende compte de tout ça. En effet, il y avait uniquement l'usage de la couleur. Je ne sais pas si vous le voyez sur l'image de gauche. En gros, l'indicateur téléviseur passait du coup dans une teinte un tout petit peu plus violette et c'était ça l'indicateur qui était juste par la couleur pour dire le lien a déjà été visité, mais ils ont constaté justement que c'était pas bon pour les personnes daltoniennes qui justement ne le repéraient pas. Donc il y a eu une évolution qui a été faite et maintenant c'est un trait qui vient souligner le lien qui informe l'utilisateur de la consultation ou non de ce lien ou du survol de ce lien. Donc c'est vraiment ça qui est... Enfin, c'est pour ça que c'est essentiel. Vous pouvez utiliser la couleur, mais il ne faut pas utiliser que la couleur seule. Il faut ajouter un élément euh, qui va permettre d'appuyer ça. Ici, sur cet exemple, est-ce que vous pensez que la lecture en aléatoire est active? Ou est-ce que selon vous, elle est inactive? Pas active. Est-ce que vous avez un moyen de le repérer? Ok, Antoine dit qu'elle est active. Grâce aux petits points. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison, Antoine. Ici, la lecture est active et on le repère grâce aux petits points. Donc, c'est pour appuyer l'exemple juste d'avant où je vous disais, il ne faut pas utiliser uniquement l'usage de la couleur. Ça vaut aussi pour les états actifs et inactifs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser en effet des motifs, là, des formes. Genre, tout à l'heure, on a parlé du soulignement, pardon. Mais vous pouvez aussi ajouter un point, comme ils le font ici, pour indiquer en plus de la couleur que c'est ça qui est actif. Ou alors, sur l'exemple de droite, vous pouvez aussi utiliser des motifs sur les couleurs. Ça se fait beaucoup, notamment quand on fait de la data visualisation, par exemple, ou qu'on présente des graphiques ou ce genre de choses. Je me rappellerai toujours de mon ancien directeur financier dans mon entreprise qui faisait toujours ces graphiques avec des motifs appliqués en plus sur ces graphes, parce que bah, sinon, il ne repérait pas la distinction des couleurs sur ces graphiques et il ne savait pas quelle colonne correspondait à quelle couleur. Donc, c'est essentiel. Ici, est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a décrit sur l'écran? Et comme vous pouvez le voir en bas, je vous ai simulé un petit peu la vision que pourrait avoir une personne dyslexique lorsqu'elle arrive sur ce site. Donc Cédric il dit oui, j'arrive à lire. Ou Cédric, c'était pour l'exemple précédent peut-être. Ok, ouais, c'était pour le précédent. Ici, est-ce que vous arrivez à lire ce qui est écrit sur l'écran? Ou en tout cas, c'est quelle langue, Marine demande. On arrive à deviner un peu. Ok, il ne faut pas que le premier et la dernière lettre soient les bonnes. C'est pas évident. Ok. Donc en gros, ici, vous avez la vision d'une personne dyslexique. C'est pas super simple pour eux de déchiffrer et de décrypter quelles sont les lettres. Une personne dyslexique, elle va souvent mélanger les lettres entre elles lorsqu'elle va lire un texte et ça peut être très difficile pour elle. Donc c'est vraiment important ici aussi d'utiliser des typographies qui soient encore une fois simples à lire, pas manuscrites par exemple, ce genre de choses, surtout sur le web. Euh, mais aussi la possibilité de proposer une typographie alternative qui permette à mon utilisateur de déchiffrer plus facilement les lettres. Donc, il y en a plein qui existent. Il y a Open Dyslexic, il y a Dyslexia. Enfin, il y en a plein des typographies spécifiques. Et vous pouvez de la même manière sur votre site permettre à l'utilisateur d'adapter la typographie de votre site pour faciliter sa lecture.
Donc là, on voit en effet un avant-après sur ce site. À gauche, c'est non optimisé, c'est la typographie que voit tout le monde. Et à droite, c'est lorsqu'on active la typographie alternative pour les personnes dyslexiques. Il y a aussi autre chose pour les personnes dyslexiques qui est important à savoir, c'est que c'est très compliqué pour eux de lire les textes qui sont justifiés. Justifié, je ne sais pas si vous voyez tous ce que ça veut dire, mais c'est quand on va aligner autant à gauche et à droite le texte pour que ce soit bien carré là. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour eux parce que du coup, on augmente l'espacement entre les caractères, entre les mots aussi. Et du coup, c'est d'autant plus difficile pour eux. Donc, c'est vraiment important plutôt d'aligner son texte à gauche pour faciliter leur lecture. Donc voilà un petit peu tous les exemples que j'avais à vous montrer. Je vois que Marine a une question. Tu as marqué typo alternative, elle s'active à partir du moment où l'utilisateur le demande. Ouais, tout à fait. En fait, c'est comme un bouton ou un onglet en fait qu'il y aura sur le site. Là, en l'occurrence, enfin, comme un bouton où il y a marqué genre par exemple typographie dyslexique ou activer la typographie dyslexique. Et au moment où on l'active, ça change toute la typographie du site entièrement. Euh, Là-dessus, si ça vous intéresse, j'ai pas envie de promouvoir des choses, mais il y a le site Userway qui propose aussi des plugins qui se mettent très facilement sur son site et gratuitement, et qui, moi, je trouve, sont géniaux en termes d'accessibilité. Donc, n'hésitez pas à les utiliser ou à aller regarder ce que ça vaut. J'ai pas d'autres exemples à vous montrer, mais j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, on peut échanger tous ensemble. Marine, je vois que ça y est, tu as la main levée, tu as une question, je t'écoute. Comme d'hab. Merci Coralie pour ta présentation. Moi, c'est pour revenir sur la notion des balises. Est-ce que c'est un travail qui se fait conjointement avec l'UX writer et le développeur, ou c'est au développeur de le travailler ou à l'UX designer? Enfin, voilà. Comment tu Alors, vois les moi, choses? ça se fait surtout conjointement avec quelqu'un qui est en charge du référencement euh, et du SEO sur un site, parce que les balises alt, ça sert aussi au référencement. Que quelqu'un qui travaille dans le référencement te dira déjà qu'il faut absolument bien les renseigner et les renseigner de façon très très précise. Donc faut arriver à jongler entre les deux, en fait, à donner assez d'informations à l'utilisateur qui va utiliser un screen reader et en même temps assez renseigner les choses aussi pour que ce soit avec les bons mots-clés pour être bien référencé et mieux référencer l'image. Donc, c'est pas forcément avec le développeur qu'on le fait. Après, oui, UX Writer, un UX Writer pourrait très bien euh, faire cet exercice-là, mais c'est surtout conjointement avec quelqu'un qui est en charge du référencement. Ok, merci. De rien. J'aurais une autre question, mais je vais laisser la parole aux autres. Si Benjamin a une question et après, après Marine. Ouais, moi j'ai noté tous les points qu'il fallait prendre en considération. Est-ce que tu as un site en tête qui arrive à mettre en place tout ce que tu viens de nous exposer? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sujets et je sais pas si tout est faisable. Alors, il n'y a pas tout qui est faisable et il faut. Alors, je vais te répondre à toutes tes questions là, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que en accessibilité là, et c'est ce que je vous parlais un petit peu au début rapidement quand il y a le référentiel RGAA par exemple en France, il y a différents niveaux d'accessibilité. Il y a le niveau A, puis après il y a le niveau AA et le niveau AAA. Et en fonction des entreprises, on n'est pas tous amenés à suivre à aller jusqu'au même niveau. Donc le niveau qui est le plus souvent visé par les entreprises, c'est le niveau AA, donc qui est le niveau un peu intermédiaire. Et là, en effet, dans tous les exemples que je vous montre, il y a des choses qui correspondent au niveau 3, là, le niveau AAA, qui sont bien plus spécifiques. Il y a des entreprises qui s'arrêtent juste au niveau A, par exemple, et c'est déjà une bonne chose. Pour répondre à ta deuxième question qui était est-ce que j'ai des sites en tête? Tu peux regarder notamment les sites du gouvernement. Souvent, ils répondent à toutes les normes d'accessibilité. Il faut savoir notamment qu'en France, je ne parle pas pour le Québec là, mais en France, c'est obligatoire aujourd'hui pour toutes les institutions publiques
enfin, public, gouvernemental, culturel, tout ce que tu veux, d'avoir de répondre en fait à ces critères d'accessibilité-là au minimum au niveau AA. Donc, si tu regardes les sites des musées, normalement, ils répondent au minimum à un niveau AA. Si tu regardes les sites des universités, normalement, ils répondent à ces critères-là. Idem pour les sites du gouvernement. Donc, ça peut te faire une base d'exemple de ce point de vue-là. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Si, parfait, merci. Marine, est-ce que tu veux... Oui. Vas-y. Moi, c'est une question que je me pose, parce que c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup sur des applications métiers, des applications aussi internes entreprises. Est-ce que toutes ces règles d'accessibilité sont aussi facilement implémentables sur ce type d'outils? Sur les outils internes, tu veux dire? Ouais, ouais. Ben, il faudrait qu'elle le soit. Il faudrait qu'elle soit, enfin, faudrait qu'elle soit mise en place sur ces outils internes, complètement. Faudrait, au même titre qu'un site externe, il faudrait que les images soient renseignées. Parce que pareil, si vous avez dans votre entreprise un collaborateur qui est, j'en sais rien, non-voyant, là, et qui va utiliser une navigation clavier pour naviguer, il va utiliser sa navigation clavier aussi bien pour naviguer sur ses sites au quotidien à lui, mais aussi sur les sites internes lorsqu'il travaille, en fait. Donc, Mais justement, tu vois, tu nous parlais des normes tout à l'heure, ouais. AA, ce genre de choses. C'est quoi? C'est une personne physique qui vient auditer et qui vient t'agréer, qui vient agréer ta plateforme AA? Ou est-ce que c'est un outil où tu mets le lien de ton site et ça passe à la moulinette et ça valide ou pas les choses? Comment ça se Ah passe? non, il y a tout un, c'est quand tu veux répondre à ce nombre de critères-là, en fait, tu as un cahier des charges qui t'est envoyé avec le référentiel, avec tout ce qu'il faut que tu mettes en place, tout ce qu'il faut que tu actes, et ensuite, c'est eux qui apposent que tu es le niveau ou pas, en fait. C'est les personnes qui sont en charge de délivrer, en fait, le référentiel RGAA qui te délivre la... C'est pas vraiment une certification, Ouais, là, mais qui ça te y délivre. ressemble. Ok, d'accord. Merci. Coralie, j'ai une question pour toi. Pour les Vas-y. niveaux A et plus, là, Ouais. pour les Français, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un target ici au Québec, qu'il y a des niveaux ici qu'on peut aussi avoir ou chercher? Au Québec, c'est une très bonne question. Au Québec, ça fonctionne pas avec des niveaux pour l'instant, mais Mm. il y a le référentiel là, et je peux vous le remettre ici. Et d'ailleurs, je vous partagerai la presse parce que vous aurez les liens. Il s'appelle le SGQRI. Et ce que j'ai appris là très récemment, c'est que justement là d'ici fin 2022, au Québec aussi, ça va commencer à devenir obligatoire justement pour toutes les institutions publiques. De mettre en place des bonnes pratiques autour de l'accessibilité sur les sites. Donc, si tu veux, je pourrais t'envoyer le lien là, du référentiel québécois. C'est Si bon. ça t'intéresse. Excellent. Merci, Coralie. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je sais pas, des sujets autour de l'accessibilité que vous aimeriez aborder ou... Est-ce qu'il y a des informations qui vous ont manqué dans la présentation ou est-ce que vous auriez aimé savoir d'autres choses sur l'accessibilité? Ça peut être intéressant aussi de savoir ça pour un prochain webinaire, par exemple, si vous voulez creuser le sujet. Moi, j'avoue que le côté application métier et accessibilité, enfin, tu vois, je prends l'exemple de gros logiciels qui sont utilisés notamment dans la suite Adobe, avec Photoshop, par exemple. Je me dis en termes d'accessibilité, comment ça fonctionne en fait? Bah, c'est une très bonne question. J'avoue que je me suis jamais penchée sur le sujet Adobe, mais je me demande s'ils n'ont pas justement dans les... Parce que souvent aussi, ces choses-là, c'est bien caché.
Mais souvent, sur n'importe quelle application, comme tu dis, que ce soit métier ou pas, il y a beaucoup de logiciels où en fait, quand on va se balader un petit peu dans les réglages et qu'on fouille dans les réglages, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on peut activer, désactiver, voilà, qu'on peut générer et qui facilitent la vie de ces personnes en situation de handicap. C'est juste que c'est pas vu de prime abord pour un utilisateur lambda. Au moment où il va ouvrir le logiciel, c'est pas paramétré pour une personne en situation de handicap. Mais en fouillant dans les réglages, on se rend compte que souvent, il y a des versions pour les daltoniens, il y a des augmentations de contraste, il y a des augmentations de taille, ce genre de choses. Je ne sais pas pour Adobe, là, je ne suis jamais allée fouiller sur cette application-là, mais côté accessibilité, mais ouais, c'est un bon sujet, ouais, faudrait creuser. Bah, tu vois, pareil, je me dis dans mes besoins, je me dis comment on pourrait faire pour intégrer en fait une démarche plus inclusive, comme ça dans notre conception, nous en tant qu'UX et aussi dans les sprints avec l'équipe agile, les développeurs et tout ça. Je me dis concrètement comment on fait, quoi. Donc ça pourrait être l'objet aussi d'un autre webinaire et puis sensibiliser, évangéliser aussi les entreprises sur ces sujets-là. Ouais, complètement. C'est un très bon point. Mais je pense que la première des choses à faire là, c'est en effet d'auditer. De voir déjà. Parce que des fois, ça peut arriver aussi que rien qu'avec l'existant, il y a des choses il y a des entreprises qui font déjà des choses bien, enfin, notamment les balises HALT, par exemple, les entreprises qui sont hyper axées référencement et que, bah, par exemple, elles peuvent être sûres que bah, sur ces points-là, elles vont être au top là déjà. Mais à contrario, elles seront peut-être pas au top sur, je sais pas, sur l'agrandissement des tailles ou sur l'optimisation de l'interface en fonction du zoom ou en fonction de ce genre de choses, ou sur les contrastes, par exemple. Euh, Ça, c'est des choses où elles le sont moins. Ok. Et Donc toi, la première step que tu dirais, c'est faire un audit de l'existant pour voir ouais, quels sont les axes d'amélioration et se ouais, focuser là-dessus en priorité. Ok, merci. clairement. Faire un audit de l'existant et la deuxième chose avec laquelle il faut s'aligner, c'est voir quel niveau on vise derrière. Enfin, jusqu'à quel point on veut être accessible. Est-ce qu'on vise le plus haut niveau ou est-ce qu'on vise un niveau intermédiaire ou le premier niveau là et juste avoir au moins la base. Ok. Et toi, c'est quelque chose que tu fais, Coralie, d'auditer les sites et puis. Sur de l'accessibilité. Oui, ouais. Je l'ai fait une fois dans le cadre d'un projet. Enfin, non, d'ailleurs, si les audits, je l'ai fait qu'une fois. Après, dans la conception, non, je l'ai bossé sur plusieurs projets. Sur l'audit, je l'ai fait qu'une fois parce que quand je bossais en France, en agence, je bossais beaucoup justement sur des institutions culturelles. Je bossais beaucoup pour des musées et pour des universités aussi. Et du coup, bah, il y avait un cahier des charges assez conséquent là, à remplir sur de l'accessibilité. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dès la conception des wireframes aussi. Et aussi dans la rédaction de spécifications fonctionnelles, de ce genre de choses avec les PO avec lesquels je travaillais, avec les UI avec lesquels je travaillais. Il fallait aussi voir toutes ces choses-là. Donc ouais, j'ai déjà bossé sur des projets d'accessibilité. Merci. J'ai fini, moi, de mon côté. Et Benjamin, je repense à ce que tu me disais tout à l'heure pour les exemples de sites. Tu peux aussi regarder sur les sites des mairies, souvent. Les sites des mairies, les sites des villes aussi, ils ont souvent, ils répondent à ces normes-là, au niveau AA. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place. Ok, je note. Merci. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va vous libérer. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Moi, ça m'a fait très plaisir. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, n'hésitez pas à garder mon contact aussi, à revenir vers moi si vous avez n'importe quelle question. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou peu importe, là, par mail aussi. Voilà, bah, merci à vous tous.